Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un nouveau film d'animation japonais. Aujourd'hui, 20e vidéo sur film d'animation japonais. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un film d'animation tout récent qui est sorti en 2021, mais au grand public plutôt en 2022. Il s'agit du Roi Cerf de Masashi Ando. Alors, ce film a été donc sorti et montré pour la première fois au festival d'animation d'Annecy le 14 juin 2021. Puis il sortira un petit peu plus tard, le 4 février 2022, donc quand même pas mal de temps plus tard, dans les salles japonaises, avant d'arriver un peu plus tard encore dans les salles françaises, et donc disponible plutôt au grand public français, plutôt en l'occurrence en été 2022, soit un an après sa première diffusion en France au Festival d'Annecy. Masashi Ando est donc sur sa première réalisation. Il n'y avait pas de risque qu'on parle de lui avant, vu qu'il n'a fait aucune autre réalisation, que ce soit des séries ou des films. C'est sa première création en tant que réalisateur. Mais bien évidemment, Masashi Ando n'est pas n'importe qui. C'est un gars qui a quand même une grosse expérience, vu qu'il est né en 1969, donc il a plus de 50 ans à la sortie de son premier long métrage. Ce projet commence d'ailleurs déjà en 2020. Alors, évidemment, il a une carrière assez chargée depuis 1969, et en l'occurrence, sa carrière a commencé en 1990. En 1990, il va être embauché pour être un simple animateur dans le film Souvenir goutte à goutte d'Isao Takahata qui sortira en 1991. Puis il travaillera littéralement sur tous les films du studio Ghibli jusqu'au Royaume des Chats en 2002. Donc Porco Rosso en 92, Je pends ton océan bien sûr en 93, en 94 Pompoko, Si tu tends l'oreille et plus particulièrement On Your Mark, le clip musical qui accompagnera Si tu tends l'oreille, qui va être dirigé en grande majeure partie par notre ami Masashi Ando, qui a dirigé l'animation, mais en plus de cela, était character designer. Alors c'est un clip musical qui fait que 3 minutes, hein, c'est pas non plus un énorme travail, mais c'est son premier travail en tant que l'homme que l'on désigne comme le number 3 d'un film. C'est le gars qui est toujours le plus proche du réalisateur, mais qui est peut-être encore un petit peu moins important que le producteur. Donc le character designer et directeur de l'animation, ce sont vraiment les personnes, parce que c'est pas toujours évidemment la même personne qui remplit ces deux rôles, sont une personne ou des personnes extrêmement importantes pour la conception d'un film, sinon ça ne marche pas. Évidemment qu'un réalisateur ne peut pas occuper toutes ces casquettes, ça reste un directeur, hein, et un réalisateur surtout avant tout qui dirige un peu tout le monde. Et donc Masashi Ando est donc character designer et, euh, et donc directeur d'animation sur les films comme Princesse Mononoke en 1997 ou Le Voyage de Chihiro en 2001. Après justement Le Royaume des Chats, il va travailler avec Satoshi Kon, avec Tokyo Godfathers, en 2003, où il ne sera pas character designer mais seulement directeur d'animation, et en 2006, il prendra les deux casquettes avec Paprika, le dernier film de Satoshi Kon avant la mort de ce dernier. Il participera aussi à la conception de Ghost in the Shell 2 Innocence, ainsi que à la direction d'animation pour revenir à Ghibli en 2013 avec Le Conte de la Princesse Kaguya, puis les deux casquettes avec Souvenir de Marnie en 2014. Il a aussi participé avant ça à la construction du troisième film Rebuild of Evangelion, le 3.0 You Cannot Rido, qui est donc sorti en 2012. Donc vous voyez qu'il a travaillé avec quand même Mamoru Oshii, avec Satoshi Kon, avec Hayao Miyazaki, avec Isao Takahata. Donc ce sont quand même des très très grands réalisateurs qui ont pu lui permettre d'avoir une grosse expérience. Et donc en tant que character designer et directeur d'animation, ou les deux à la fois, il a donc une énorme expérience et donc s'avance pour sa première réalisation avec pas moins d'une douzaine de films à son actif en tant que character designer. Et c'est quand même plutôt une grosse statistique parce que la plupart du temps, les réalisateurs nouveaux ont participé à 3, 4, 5 projets, allez 6 projets en tant que character designer ou directeur d'animation ou les deux avant de se lancer. Certains même n'ont pas vraiment l'expérience de character designer ou directeur d'animation et se lancent directement. En général, ces réalisateurs-là sont pas très bien accueillis par les critiques. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les nouveaux réalisateurs commencent leur parcours en tant que créateurs à partir de 30 ou 35 ans maximum. C'est rare d'avoir plus de 50 ans et de commencer sa carrière en tant que réalisateur déjà maintenant. Mais évidemment, avec 30 ans d'expérience au sein du studio Ghibli
et plein d'autres grands réalisateurs comme au studio Madhouse, avec notamment Satoshi Kon, qui est aussi un très gros studio d'animation, évidemment, il arrive avec 30 ans d'expérience avant de commencer ce film. Et en vue du rendu magnifique qu'est Le Roi Cerf, on peut assez facilement voir que Masashi Ando était un character designer et un directeur d'animation, parce que son travail et l'harmonie en fait qu'il y a dans ce film, d'un point de vue purement visuel, elle est juste magnifique, il n'y a rien à redire, et donc ça se voit quoi, qu'il a l'expérience nécessaire pour produire un film de cette qualité-là. Après, vous me direz, ce film date de 2021, donc évidemment, la technique moderne aide aussi, ça c'est clair, mais bon, c'est... Il n'y a pas que ça, hein, il faut aussi des gens qui dirigent, parce que sinon, tu fais un film à la va-vite, tu prends des raccourcis et tu fais des trucs assez moches, et on a déjà vu ça récemment, et c'est pas quelque chose de rare, hein, et c'est pas forcément quelque chose de grave non plus, d'ailleurs. Ce film, donc Le Roi Cerf, va être fait au sein du studio Production IG. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce film est tiré d'un roman qui a été écrit par Naoko Ukehashi. Alors, qui a été d'abord édité en 2 volumes en 2014, puis en 2017 en 4 volumes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Naoko, l'auteur de ce livre, de ce roman, va elle-même s'avouer s'être inspirée du grand film légendaire Princesse Mononoke pour avoir créé son ouvrage. Le film, qui sera donc produit par Masashi Ando un petit peu plus tard, reprendra point par point très fidèlement l'histoire de Naoko Ukehashi, et sera très fidèle, et il n'y a rien à redire là-dessus. Mais ce qui est assez marrant, c'est que, évidemment, Ando, comme je l'ai dit tout à l'heure, a travaillé majoritairement dans Princesse Mononoke. Il se confiera comme quoi ça a été le lanceur de sa carrière. C'est clair qu'on le rappelle, c'était son 2e projet en tant que character designer plus directeur d'animation, Princesse Mononoke, sachant que son premier, c'était le clip musical On Your Mark, ce qui n'est pas non plus une énorme production. C'est clair que tu as un premier projet en tant qu'un clip musical de 3 minutes, ok, c'est au studio Ghibli, mais ça reste un clip musical de 3 minutes, c'est pas un long métrage. Et là, tu prends non seulement un long métrage du studio Ghibli, mais en plus un long métrage de 2h14, tu as 2 cascades ultra importantes, et ni plus ni moins à la tête de l'un des films d'animation les plus emblématiques de tous les temps. Donc c'est quand même pas trop dégueulasse. Sachant que 4 ans plus tard, il fera la même chose avec Le Voyage de Chihiro, qui est lui aussi l'un des films d'animation les plus emblématiques de tous les temps. Donc c'est clair que il va se confier, il va dire que clairement c'est ça qui a lancé sa carrière. Et que je trouve assez logique que Masashi Ando ait envie de faire hommage en fait à cette période de sa vie, d'avoir appris auprès de Hayao Miyazaki et d'avoir fait si bien son travail, parce qu'il n'y a pas à dire, le character designer, il a bien bossé dans Princesse Mononoke et dans Le Voyage de Chihiro. Évidemment, il y a Miyazaki derrière lui, mais le talent individuel de Ando s'est déjà repéré à ce moment-là, et même quand il était simple animateur sur les projets précédents de Ghibli, comme Porco Rosso ou Souvenir goutte à goutte, ou Je peux entendre l'océan par exemple. Donc, c'est plutôt pas mal. Il s'est fait repérer, on lui a donné un rôle plus important dans l'un des films les plus importants et les plus emblématiques, qui deviendra l'un des plus emblématiques de l'histoire. C'est quand même pas rien. Donc il avait envie de faire référence à cette période, et donc il va adapter un roman d'une femme qui s'est inspirée de ce film-là, Princesse Mononoke, pour écrire son histoire. Et ça, c'est génial, je trouve. Ça fait un espèce de cycle où finalement les références qu'il va y avoir à Princesse Mononoke dans Le Roi Cerf sont assez évidentes, mais on peut se dire à la fois elles viennent de l'expérience personnelle d'Ando, mais aussi elles viennent à la fidélité que le film porte à son roman d'origine. C'est-à-dire qu'il fait des références à Princesse Mononoke sans s'éloigner du propos du Keihachi. Donc en fait, c'est un peu les deux qui se répondent. Et c'est pour ça que ce film est très très stable et très harmonieux, parce que tu sens que non seulement tu as la fidélité au roman, mais tu as aussi la fidélité à l'origine d'Ando. Et c'est pour ça qu'on adore ce film. Le film donc commence assez durement. On est un peu sur la même idée que Princesse Mononoke d'ailleurs, le début. On est sur le royaume d'Akafa. Bon, le royaume d'Akafa, c'est quoi? C'est un royaume qui s'est fait conquérir par l'Empire de Zol, qui était beaucoup plus puissant apparemment. Sauf qu'apparemment, il y a une province, une région d'Akafa qui n'a pas été soumise au pouvoir de Zol. C'est tout ce qu'on apprend dans le début.
Puis juste après, on a une espèce de vague violette et noire qui est donc comprise avec à l'intérieur beaucoup de loups noirs qui viennent apporter un espèce de mal, une maladie, et viennent attaquer des gens dans une mine qui est donc possédée par l'Empire de Zol, mais dirigée par un dirigeant Akafa. Ce qui montre que les Akaféens ont donc un peu de pouvoir et un peu de rôle dans l'Empire de Zol. On ne sait pas trop pourquoi, mais on l'apprendra assez vite dans le film. Pourquoi les Akaféens ne sont pas soumis complètement. Et on voit assez facilement, vu comment ils sont remarqués les Zol avec leur petit œil dessiné sur leur front, que les gens qui travaillent dans la mine In, qui est dirigée et administrée par l'Empire de Zol, mais qui est dirigée par un chef Akaféen, bah en fait ce sont des prisonniers zoliens, ou zolites plutôt, zolites. Donc c'est assez bizarre parce que tu as une mine qui appartient à Zol, dirigée par un Akaféen, mais qui en fait qui a des prisonniers Zol, alors qu'on pourrait se dire que ça pourrait être des prisonniers de guerre Akaféens, mais non, ce sont des Zol. Et ça, c'est bizarre. Donc ça montre que Akafa a quand même réussi à subsister malgré sa défaite face à l'Empire de Zol. Pourquoi? Ben ça, on le saura assez vite, notamment grâce au personnage de Van. Justement, ce personnage de Van, qui est un Akaféen, il est dans cette mine. Il s'est mis là, on ne sait pas trop comment il est arrivé là, mais peu importe. Il va être le seul à survivre avec une petite fille, qu'on apprendra plus tard, qui s'appelle Yuna. Mystérieusement, il se fait mordre aussi par un loup noir, mais ne meurt pas. Il n'est pas affecté par la maladie, et donc reçoit un espèce de pouvoir qui lui permet d'exploser le cachot où il a été emprisonné, et de sortir avec, du coup, la petite Yuna hors de cette mine de sel. Les dirigeants Zol et donc certains représentants d'Akafa vont aller sur place pour aller se rendre compte de la débâcle et que tous les miniers, en fait, tous les mineurs, pardon, qui sont morts, sont tous morts. Il n'y avait pas d'exception, sauf un qui est apparemment donc ce gars-là, qu'on va apprendre qui s'appelle Van parce qu'il n'a pas donné son prénom avant. Et donc on apprend par là qu'il s'appelle Van. On apprendra plus tard que la petite fille s'appelle Yuna, quelques minutes après en vrai. Lorsque Yuna et Van tombent sur Thomas, l'éleveur, très gentil d'ailleurs, le petit Thomas. Assez rigolote leur rencontre, je trouve. Donc on a une ambiance assez chaotique, assez complexe entre deux royaumes qui se tirent un peu la bourre, où Zol a l'air d'avoir une emprise sur Akafa, mais Akafa a l'air de subsister. C'est-à-dire qu'il y a un conseiller avec son roi. On parle du roi d'Akafa. On parle souvent du roi d'Akafa, comme quoi il y aurait toujours un roi, alors que l'Empire Zol a l'air de s'être mis par-dessus. Comme quoi, ça serait un peu comme le Saint-Empire germanique qu'il y a eu à l'époque, avec certains rois et certains princes qui arrivent à obtenir des droits sous la tutelle de l'empereur, comme par exemple Charles Quint. Ce serait un modèle comme ça qui serait suggéré. Mais donc, pourquoi les Akafa ont encore un peu de pouvoir? C'est parce que il y a un groupe d'Akaféens qui a réussi à tuer une grande partie de l'armée Zol lors d'une fameuse bataille, les Rameaux perdus. Ceux-là, ils ont permis de laver l'honneur des Akafa et ont pu éviter en fait que Akafa soit complètement soumis à l'Empire Zol. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des Akafa qui sont assez proches de la nature, assez proches de la réalité des choses, des éléments, de la vie en général. Alors que les Zol sont plus religieux, croyants, fermés à la nature. Comme par exemple, l'un des points centraux du récit, c'est que les Zol, ils refusent de boire le lait du Piucan. Et donc, ils veulent pas parce qu'ils ont peur de se transformer en animal en buvant du lait de cet animal. Ça, on pourrait ça trouver débile, et les Akafa, d'ailleurs, les Akaféens trouvent ça complètement con, mais pourtant, ils le font bien. Les Zolites ont vraiment peur de ça. Ce qui montre une opposition entre les deux royaumes et les deux façons de voir les choses, etc. D'ailleurs, c'est tout le point central du personnage d'Oran, qui est un médecin sacré et qui veut... Son but, en fait, est d'éradiquer cette fameuse maladie qui a tué tout le monde dans la mine et qui a fait des ravages depuis longtemps, le Mitsuran. Le Mitsuran, c'est une maladie de merde qui, honnêtement, provoque d'énormes effusions de sang. En vrai, ça fait un peu le traumatisme d'Ebola. Hein. C'est un peu dans la même idée. Peut-être que cet événement a secoué Ando et qu'il avait peut-être décidé d'en faire un clin d'œil. Enfin, je sais pas, on va pas commencer à faire de l'analyse poussée qui sert à rien parce qu'on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, cette maladie est assez crade et fait vider son sang ceux qui sont touchés. Mais on voit que les Zolites sont touchés. Et les Akaféens ne le sont pas. Du coup, ça fait forcément jaser un peu la malédiction,
Comme quoi, vu que les Zolite ont attaqué les Akafas, bah, les Zolite sont punis en fait par les dieux pour avoir attaqué les Akaféens et donc tombent tous malades et les Akaféens ne le tombent pas. En l'occurrence, Oran va faire la découverte finale à la fin du film, on en reparle dans quelques minutes, que c'est pas du tout lié à ça. Mais du coup, on a pendant tout le film cette opposition entre la science et la médecine scientifique qui est représentée par Oran et les croyances qui sont plus représentées par les Zolites. Et au milieu, on a les Akaféens qui ne sont pas dans cette religion absolue comme les Zolites, mais qui n'ont pas l'air d'être convaincus non plus par la médecine d'Oran. En fait, Oran, il a l'air un peu de faire cavalier seul. Mais il arrive finalement à convaincre notamment Van, un Akaféen, que ce qu'il fait, c'est pour la bonne cause et pour sauver des vies. Trouver un antidote et un remède à cette maladie, le Misroan, qui est vraiment une maladie horrible. Donc il se bat un peu contre les convictions et les croyances. Van devient donc le popa de Yuna. Et Van va avoir de plus en plus de sensibilité pour cette petite fille qui est prise sous son aile, où il va nous dire plus tard dans le film que les dons du sang, en fait, ça l'importe peu. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils, et il va dire que Yuna, c'est sa fille à un moment. Alors, ce qui est biologiquement faux, mais en réalité, il s'en fout de ça. Il a pris sous son aile, il est super gentil, et elle voit qu'il y a un attachement. En même temps, il lui a un peu sauvé la vie, et sa famille, elle est probablement morte à Yuna, donc... Du coup, il y a cet attachement, et cette découverte, et cette insouciance de l'enfance, que, en fait, Van va essayer de protéger. Et ça, je trouve que c'est le moment clé, en fait, c'est le point le plus beau, en fait, du film, clairement. Évidemment, pendant ce temps-là, il y a du complot qui se fait. D'un côté, on a du coup le roi Akafa et son conseiller qui envoient une pisteuse pour, en fait, pas rattraper Van, mais plutôt pour le tuer, ce que la pisteuse ne va finalement pas faire. Parce que, en fait, ce que veulent faire le roi d'Akafa et son conseiller, c'est simplement d'éviter que on trouve un remède à cette maladie pour que les Zol payent tous, vu qu'ils se rendent compte qu'en fait, les Akaféens, ils sont pas touchés. Ils le voient très bien aussi. Du coup, ce qu'ils veulent, bah, c'est que Van, qui est donc le moyen de trouver un antidote, meurt. Comme ça, on n'a pas d'antidote, et les Zolites se font écraser par les Akaféens. Une sorte de vengeance. De son côté, Ozan est évidemment pas du tout au courant et ne sait pas du tout ce qui se passe. Lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir un contact avec Van pour pouvoir récupérer son sang et sauver tout le monde. Akaféen et Zolite. Il s'en fout en fait de ça. Lui, c'est un médecin. Il veut la sécurité et la santé de tous. Rien de plus. Mais la pisteuse, qui s'appelle en réalité Sae, va essayer quand même de tuer Van, alors que Van essayait de rattraper Yuna qui s'est fait enlever par des loups, et les loups noirs, pour le ramener au territoire des chevaux de feu. Et bah du coup, oui, la pisteuse a vraiment essayé de tuer Van, mais finalement, en découvrant mieux Van, et surtout grâce à Osan, qui empêche en fait la pisteuse Sae de tuer Van, eh bien, elle ne va pas le faire. Et donc Van va se retrouver avec Ozan, vu que ça est parti de son côté, dans ce fameux territoire non contrôlé par les Zolites, territoire des chevaux de feu. Et donc va être appelé par ce gars qui s'appelle Kedoi, qui est en fait le roi des loups, si on veut, et qui veut donner sa succession à Van pour que Van puisse combattre et défier encore une dernière fois les Zolites pour les expulser définitivement d'Akafa. En utilisant évidemment la maladie pour venir à ses fins. Ce qu'évidemment Van, en tant que bon héros, va refuser et ne va pas faire. Et finalement, va empêcher Yuna, qui est contrôlée et possédée par Kenoi, pour tuer l'empereur Zolite. Ce qu'il ne va pas faire. Finalement, après toutes ces péripéties, l'empereur Zolite décide de retirer ses troupes sous les demandes d'Osan, qui, grâce au sort de Van et grâce à sa compréhension que c'est le lait des Piuican qui ont permis en fait aux Akaféens d'avoir une certaine immunité. Les anticorps en fait de cette maladie sont dans le lait des Piuican, arrive à faire un remède et par conséquent sauver tout le monde. Et donc les Zolites et les Akaféens ne se fightent pas sur la gueule à la fin. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de baston dans ce film. Hein. On est surtout sur un voyage initiatique, une façon de se repentir de son ancienne vie pour Van et d'avoir retrouvé, il va le dire plusieurs fois, la volonté de vivre grâce à Yuna. Et je dirais que d'un point de vue de l'histoire, de tout ce que ça nous raconte, le film est très beau,
entre ces histoires un peu de complot, de tension entre les Zolite et les Acaféens, avec cette très belle scène qui suggère que une fille acaféenne et un gars Zolite ont essayé de s'aimer, mais ça n'a pas été possible dans un village reculé de l'Ouest, et donc ils sont morts tous les deux en se jetant dans une rivière. Il y a un petit passage comme ça qui est très intéressant là-dessus. Donc il y a vraiment cette volonté de montrer cette absurdité encore du combat, du conflit, parce que finalement, le mal absolument à combattre, c'est la maladie, et c'est Ozan qui le matérialise. Et de l'autre côté, tu as Van et Yuna qui sont au-dessus de tout ça, et qui ont reçu un espèce de don de vision de la nature, euh, qui est pas très clair, en fait, il n'est pas très clairement défini. Et on en arrive à toute la question du film. Le roi cerf, c'est quoi? Alors, le roi cerf, en fait, on pense que c'est un animal, comme les autres, comme on pourrait le penser comme dans Princesse Mononoke, où tu as vraiment le dieu cerf qui est physiquement présent et qui est une entité, une divinité. Le roi cerf, c'est pas un concept. C'est pas un animal ou un dieu ou quoi que ce soit. Il est jamais présent. En fait, le roi cerf, pardon, c'est plutôt un titre qui ne veut rien dire. Et le roi cerf, c'est peut-être celui qui a reçu ce don de pouvoir rééquilibrer un peu tout ce bordel qu'est la nature entre les Piuican et les loups noirs, et entre l'humanité, donc entre ici les Zolites et les Acaféens. C'est évidemment pas très clair, on n'a pas de définition précise de ce qu'est le roi cerf, mais du coup le roi cerf, en fait, ce serait Van, simplement à la fin. Il aurait reçu ce don et il l'aurait utilisé à son maximum à la fin pour libérer Yuna de l'emprise de Kinoi. Et que Yuna peut revenir dans le petit village de Toba, et tout est bien qui finit bien pour elle. Malheureusement, ou heureusement, Van, lui, est obligé de rester pour maintenir cet équilibre et tenir ce rôle du roi cerf. Et peut-être ce roi cerf, et c'est tout ça le concept, c'est que en fait le roi cerf, il y a une confusion entre les cerfs et les Piuican, mais en fait c'est la même chose pour moi. Les Piuican sont les cerfs en fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du générique, après que le générique soit passé, la Yuna, qui a pris quelques années, on est beaucoup plus tard, utilise le sifflet que son père lui a fabriqué, enfin son popa, c'est pas son vrai père, mais bon, voilà, son père de substitution. Elle utilise ce sifflet, et qu'est-ce qui arrive? Un Piuican, au milieu de l'eau noire. Et pas de Van. Et ma théorie, ce serait de dire que simplement, le message, en fait, c'est que ce Piuican, en fait, c'est Van. C'est pas son Piuican, c'est Van. En fait, Yuna a même un sourire, comme quoi elle le reconnaît. Est-ce qu'elle reconnaît le Piuican? Peut-être. Mais pour moi, en fait, c'est Van. C'est Van, en fait, qui est le Piuican qui est sur la montagne à la fin. C'est lui, parce qu'il s'est transformé en roi cerf. Comment? On ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que simplement, il a libéré tout son pouvoir. On parle de l'enveloppe charnelle, de ses limites, d'attachement à la nature. Tous les êtres sont connectés les uns aux autres. C'est un peu un concept peut-être de réincarnation. Le problème, c'est que le film développe pas son idée et sa pensée, Masashi Ando, sa pensée qu'il a derrière tout ça, il la garde peut-être un peu dans sa tête, mais il va pas l'exposer. Peut-être à risque de vouloir rentrer en contradiction totale avec ce que le roman veut dire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pris ce risque-là. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que du coup, on arrive à la fin du film, avant le générique, où Van libère Yuna, mais Van ne dit quasiment aucun mot à Yuna et la laisse de côté. Alors que Van s'est donné corps et âme à la libérer et à venir la sauver. Parce qu'il a un attachement pour elle. Et donc, au moment où il la libère, il s'en va. Il part de son côté. Il ne fait pas d'évocation de responsabilité, le roi cerf, gna gna, je deviens important, machin, ou je redeviens le roi loup, en fait, j'ai changé d'avis. Rien de tout ça. On ne sait pas. D'ailleurs, le roi loup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas un loup. Le roi loup, c'est un humain qui a été intégré au sein d'un arbre. Kinoi. Donc vous voyez, en fait, le concept un peu fou que je veux mettre en place, c'est cette multicorporalité que les choses peuvent prendre. C'est-à-dire qu'on a un humain qui est intégré dans un arbre qui est un roi loup. Donc pourquoi pas un humain qui deviendrait un Piuican pour devenir le roi cerf? On ne sait pas. Et Van est devenu le roi cerf pour moi. Et c'est ça, en fait, la scène après-générique, ce que ça suggère. C'est pour ça qu'il faut regarder le film jusqu'à la dernière seconde. C'est très important, souvent, dans les films d'animation. C'est ce que je suggère, et moi, c'est ce que je pense vraiment ce qui se passe, et ce qu'on veut faire passer, en fait, finalement, comme message à travers ce film. Mais on peut pas le prouver définitivement en disant que c'est forcément comme ça. Donc, moi, je dirais que c'est pas un film qui va vous
dépassé en tant qu'action. On n'est pas sur le niveau de Princesse Mononoke en termes d'action. C'est pas le message du film. Le film veut nous raconter une belle histoire, une belle rencontre entre Van et Yuna, même si ça se termine de façon un petit peu frustrante, je dirais. Pas décevante, mais frustrante, parce que c'est pas forcément à ce qu'on s'attend comme fin. Euh, c'est un bon moyen aussi de rappeler aussi la médecine, les maladies, les tensions entre les différents royaumes, les conquêtes, etc., les prises de pouvoir, etc. Il y a pas mal de personnages assez bien travaillés dans cette histoire, avec des petits retournements de situation, mais toujours dans la discrétion, pas forcément dans le combat. Il y a quelques petites flèches qui se perdent par-ci par-là, mais ça reste léger. Parce que c'est pas le but du récit du film, c'est pas ce que le film veut nous raconter. Donc en résumé, Le Roi Serre, qu'est-ce qu'on pensez? Alors c'est clairement un film incroyable, et je pense qu'il faut le voir celui-là, parce qu'il est vraiment très beau. Après c'est clair que c'est peut-être pas le film qui va le plus vous le palpiter de votre vie, parce que c'est pas le truc où il se passe le plus de choses. Il faut plutôt lire entre les lignes, comprendre le propos de Masashi Ando, qui est peut-être trop discret justement. Il faudrait peut-être qu'il l'expose un petit peu plus, notamment à travers une fin mémorable. Je pense qu'il y a moyen de faire une meilleure fin encore, mais elle est déjà pas mal cette fin-là, parce qu'elle laisse un peu en suspens, en question, et ça ouvre la théorie du roi cerf, justement, qui est un concept qui est très flou dans le film et qui est jamais vraiment expliqué. Donc c'est un super film qui fait très bien hommage à Princesse Mononoke, parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, mais malgré cela, ça reste une histoire très différente et très fidèle à son roman d'origine. Une superbe une super adaptation qui, en termes d'animation et de technique pure, eh ben, est magnifique. Ça se voit encore une fois que c'est un character designer et un animateur et un directeur d'animation de carrière de plus de 30 ans qui a bien mené ce projet à vous. Il y a une volonté de perfection, et cette perfection en termes d'animation, elle est parfaitement respectée. Évidemment, le problème de ce film, c'est qu'il a seulement que 2 ans, donc il est difficile d'évaluer la portée aujourd'hui. Un film qui aurait déjà une portée au bout de 2 ans, c'est un film qui arrive une fois tous les 50 ans. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc il faut prendre du recul et peut-être se reposer la question sur Le Roi Serre et parler de cette analyse sur ce film-là et sur la portée qu'il aurait pu avoir d'ici la fin de cette décennie. Pour moi, il faut attendre au moins 10 ans, donc plutôt au début de la décennie prochaine. Peut-être qu'on l'aura oublié, mais en vrai, moi je fais mon petit pari et je dirais que non, parce que pour moi ça restera un film qui est vraiment très bien et que j'espère franchement que Masashi Ando nous fera d'autres films de ce type-là à l'avenir, et que peut-être, que je l'espère aussi, nous créera un film plus personnel qui lui permettra d'exposer ses idées, parce que j'ai l'impression que dans sa tête il y a beaucoup de choses. Il essaie de nous dire des choses, mais il essaie de pas trop prendre non plus de risques dans ce film pour pas se partir trop loin du propos du roman. Et donc j'espère qu'il exprimera plus sa vision des choses personnelles dans un film qu'il créera de toutes pièces, comme on le fait souvent dans les longs métrages d'animation japonais. J'espère qu'il en fera un comme ça d'ici à quelques années, je l'espère. C'est une grosse attente que j'ai, et je pense que quand ce film viendra, on ne sera pas déçu. Évidemment, la patte Miyazaki se fait ressentir, aussi un peu la tragédie à la Satoshi Kon peut-être. Peut-être moins fort, hein, évidemment, c'est beaucoup plus atténué. Mais voilà, évidemment, les grands réalisateurs, l'animation de Mamoru Oshii qui est si parfaite, l'animation d'Hayao Miyazaki et la façon de construire un univers, la précision d'Isao Takahata, et évidemment le côté un peu plus réfléchi sur les noirceurs de l'être humain dans Satoshi Kon, tous ces hommes-là, gigantesques par leurs longs métrages qu'ils ont fait respectivement, euh, évidemment ça a une influence sur un gars qui a appris auprès des meilleurs. Et donc, moi je dis, ça aurait été vraiment un échec de voir un roi cerf qui aurait été vraiment mauvais. Ça aurait été un échec parce que, en vue de la carrière qu'il a eue, même si c'est sa première réalisation, il a un tel vivier, une telle compétence qu'on ne pouvait pas, je pense à mon sens, avoir un roi cerf qui aurait été mauvais. Pour moi, ce film est très très bon, et c'est presque logique en vue de ce que Ando est en tant que personne et en tant que réalisateur, directeur d'animation et tout ça, tout ça. Donc, un très bon film, faut le voir, hein, celui-là, franchement, ça vaut le coup. C'est peut-être l'un des meilleurs films du début de cette décennie 2020. En vrai, il y a du gros débat avec, par exemple, Suzume, là, qui, je pense, l'a balayé. Ah, je pense que Suzume est le number one cette année. Mais, je dirais si Suzume reste le number one de cette décennie pour l'instant, après avoir vu Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki, qui est sorti tout récemment. On en reparlera, je ferai une vidéo spéciale d'ailleurs sur le sujet, quand j'irai le voir. D'ailleurs, dans pas longtemps, il sort le 1er novembre. Donc j'irai le voir et on fera une vidéo qui n'est pas du tout alignée sur les films. Je ferai une analyse plus détaillée
un samedi sur ce film plus tard, un jour. Quand ce sera du tirage au sort, je ferai un peu une réaction à chaud, une petite vidéo assez courte, je pense. Et quoi qu'il en soit, du coup, ce sera probablement peut-être une vidéo qui sortira dans le cours de la semaine prochaine ou alors la semaine suivante. Mais quoi qu'il en soit, une vidéo qui est sûre de sortir, c'est samedi la semaine prochaine. On se retrouve évidemment pour la suite d'Evangélion avec les épisodes 22 à 24. Et dans 2 semaines, là aussi, vidéo sûre sur le 21e film d'animation que l'on traitera sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.